tout le monde, qui est trop excité par la vidéo d'aujourd'hui? Juste moi? Je l'avais promis la dernière fois et on va le faire aujourd'hui. On va faire un tour de mon portefeuille d'investissement dans une période où tout va mal. Et en particulier, on va regarder la performance, mais bon, le mot le plus adapté serait peut-être plutôt la déglingue. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. C'est facile et ça fait toujours plaisir de partager ses exploits quand toutes les planètes sont alignées et tout va bien. Encore que j'ai pas trop partagé d'exploits jusque-là. Mais dans tous les cas, je pense que c'est plus intéressant de regarder comment se comporte un vrai portefeuille de la vraie vie dans la durée. Je vous fais un récap sur la base de la situation et des chiffres que j'ai obtenus autour de mi-juin, au moment où j'ai écrit la vidéo, mais en fonction du temps que ça va me prendre de filmer et monter la vidéo, les choses auront probablement un petit peu changé. Mais bon, dans les grosses masses, c'est ça. On passe rapidement sur la partie un petit peu ennuyeuse. En fait, ces dernières années, et en particulier avec la pandémie, les banques centrales ont fait un certain nombre de choses que je vais essayer de résumer rapidement parce que dans le détail, je comprends pas exactement qu'est-ce qui cause quoi, etc. Mais je vous donne déjà la grande image. La grande image. D'un côté, elles ont maintenu des taux directeurs bas. Les taux directeurs, ce sont les taux qui s'appliquent aux banques commerciales qui, du coup, elles-mêmes peuvent accorder des prêts à des taux bas. En facilitant l'endettement, on permet aux entreprises d'investir et aux particuliers de consommer. Donc, globalement, c'est positif. Et à côté, les banques centrales ont aussi acheté beaucoup d'actifs, beaucoup d'obligations d'État et ont augmenté la quantité d'argent en circulation pour favoriser la croissance. Et la croissance, c'était vraiment nécessaire pour faciliter le remboursement des énormes dettes qui ont été générées. En plus de tout ça, on a eu un certain nombre de challenges surprises. On a eu une reprise très progressive de l'activité après la pandémie qui a généré de très gros problèmes d'approvisionnement. On a eu la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie. Et ce avec quoi on s'est retrouvé avec et après tout ça, c'est une énorme inflation et une énorme hausse de la valorisation des actifs, y compris les plus risqués. En gros, tous les prix augmentent, que ce soit pour manger, pour acheter une maison, pour acheter une action ou un bitcoin. Du coup, maintenant les banques centrales veulent faire machine arrière et en particulier si elles augmentent les taux d'intérêt, on va rendre beaucoup plus difficile pour les entreprises d'investir et on va pousser les investisseurs à plutôt se tourner vers des actifs qui vont être moins risqués, dont la rémunération va augmenter. C'est pas fou pour notre portefeuille, mais au moins on reviendrait à une situation un petit peu plus saine. Que se passe-t-il pour mon portefeuille? Dans ma vie personnelle, même si normalement ça devrait vous impacter un petit peu moins, mais je raconte quand même parce que je suis ici chez moi, je devrais utiliser beaucoup de mes liquidités cette année parce que j'ai des gros projets. Je dois participer à mon mariage, même si on est beaucoup à participer et on est beaucoup aidé et c'est vachement chouette. Je dois meubler le studio que je vais mettre en location à partir de cet été. Et j'aimerais voyager un petit peu aussi maintenant qu'on en a l'occasion. Avec tout ça, on obtient ce beau graphique qui représente l'évolution de mon patrimoine. J'ai effacé les montants parce que je suis un petit peu timide, mais bon, l'essentiel c'est qu'on comprenne l'idée. La courbe noire, c'est mon patrimoine total. La courbe bleue, ce sont mes investissements qui sont impactés par la hausse des taux d'intérêt. Et la courbe violette, c'est mon épargne qui est impactée par mes gros projets, mais en même temps, c'est à ça que ça sert. Et pour les trois courbes, on a une magnifique baisse pour les premiers trimestres de 2022 et c'est pas jojo. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est le rendement total de mes différentes enveloppes et ce que j'entends par là, c'est le montant atteint à date par rapport à tous les montants que j'ai investis de ma poche. Dans toutes mes enveloppes, j'investis plutôt régulièrement et essentiellement dans des ETF. Mais bon, on va voir la répartition après. L'exception, c'est mon plan épargne entreprise que j'ai depuis début 2015, dans lequel j'investissais quand j'étais apprentie et dans lequel il n'y a que l'action Safran et qui affiche plus 80%. Ma première assurance vie, que j'ai aussi depuis 2015, affiche plus 14%. Mon PEA ouvert début 2019 affiche plus 8%. Ma deuxième assurance vie ouverte mi-2020 affiche moins 4%. Et mon compte titre ouvert en 2021 est mon compte le plus récent et aussi celui dans lequel j'ai investi dans des actions de croissance. Et sans surprise, il affiche le plus mauvais résultat qui est de moins 10%. Moins 11%? Allez, moins 11%. Ce que ça montre, et c'est logique, c'est que dans un contexte de hausse de long terme, plus vous investissez longtemps, plus le rendement total va être élevé, et ce même si vous devez traverser des périodes de baisse temporaire.
Mes investissements les plus récents sont ceux qui ont les rendements totaux les plus faibles et finalement c'est normal et c'est pas d'une extrême gravité. Et attention, si la tendance de long terme est baissière, alors c'est pas bon du tout, c'est tout le contraire, c'est de pire en pire. Comme la dernière fois, je vous partage d'abord la répartition globale de mon portefeuille entre les grandes classes d'actifs et ensuite on entrera dans le petit détail de chaque classe d'actifs. Et cette fois-ci, je vous afficherai aussi mes performances. Par rapport... faut que je me penche. Par rapport à ma dernière vidéo de présentation de mon portefeuille, on voit que j'ai beaucoup moins de liquidités entre le cash et les livrets et en plus on est loin d'avoir fini de tout dépenser. Du coup, ça a pas mal augmenté la part de la bourse dans mon portefeuille et je dois admettre que du coup, je ne me sens plus du tout suffisamment diversifiée. Mais ça va s'arranger progressivement avec mon investissement immobilier qui devrait être intégré dans ce portefeuille... Quoi Pourquoi j'arrive pas à faire des phrases? Mais ça devrait se rééquilibrer progressivement avec mon investissement immobilier qui sera mis en place à partir de cet été. Si on fait un focus sur la bourse en particulier, on n'a pas énormément changé dans la répartition. On a essentiellement des ETF et une part qui est consacrée aux actions individuelles, mais on parle d'une petite sélection. Si on parle des actions en particulier, la répartition globale n'a pas trop changé, si ce n'est que j'ai quitté l'action Adobe et depuis j'ai continué à investir un petit peu dans un peu tout le reste. Je vous mets également la performance de mes différentes actions en les mettant dans l'ordre de leur part dans mon portefeuille. Bien sûr, toutes les actions ont leur propre évolution, mais si on regarde dans les grosses masses, les actions que j'ai depuis le plus longtemps sont celles qui ont le rendement le plus élevé, comme l'action Safran par exemple que j'ai depuis 2015 dans mon plan d'épargne entreprise. Mes derniers achats, qui sont aussi mes plus petites positions, comme Amundi par exemple, n'ont connu que la baisse récente. Donc ça pique un peu plus. Côté crypto, je n'ai rien changé. J'ai investi essentiellement par curiosité et du coup, je reste investi sur les plus grosses cryptos avec les plus grosses communautés et qui ont résisté à l'épreuve du temps. Bon, du coup, dans cette situation de chaos, qu'est-ce que je fais? Déjà, je me remets à épargner pour compenser les grosses dépenses que je dois faire cette année, mais aussi pour me préparer pour mes projets de l'année prochaine et me reconstituer une épargne de sécurité. En général, j'aime avoir 2 ou 3 mois de revenus, c'est suffisant pour me rassurer. Du coup, j'aimerais épargner 20% de mes revenus tous les mois pendant, 6 mois à 1 an. Mécaniquement, je vais devoir investir un petit peu moins pendant quelques temps et je vise 10% de mes revenus tous les mois. J'accueillerai les baisses de prix avec tendresse parce que je suis encore au début de ma vie d'investisseuse. Du coup, je suis dans une phase de constitution de mon portefeuille et j'aime autant le faire à des prix plus bas. Du coup, je vais maintenir des virements programmés vers mon assurance vie principale, dans laquelle j'investis essentiellement dans des ETF, et je vais aussi maintenir mes virements programmés vers mes actions de croissance préférées dans mon compte titre. Et comme je l'ai dit juste avant, je conserve. Et pour finir, je conserve mes cryptos même si je n'investis pas dedans de manière très régulière, ou même rarement. Ça m'intéresse plus en tant que nouvelles technologies qui peuvent perturber un petit peu l'existant, plus qu'en tant qu'investissement. Et je pense que si on était tous comme moi, il y aurait moins de spéculation et on verrait plus vite où est-ce qu'on peut arriver avec ce type de choses. Vous savez tout, ou en tout cas presque tout, sur mon portefeuille d'investissement et mon état d'esprit actuel. Et vous, comment vous vivez les périodes de baisse? Vous ne faites rien, vous investissez plus, vous investissez moins, vous vendez carrément. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire si vous n'êtes pas trop timide. Et aussi n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, à la prochaine, bisous!